Comme on l'a évoqué ce matin, se pose actuellement la question de la mixité professionnelle dans le secteur de la petite enfance. Si tous les métiers de ce secteur sont largement féminisés, comme on l'a vu ce matin, on note une plus grande présence de professionnels et d'étudiants, hommes éducateurs de jeunes enfants. Un métier qui relève de la filière éducative, puisque selon les statistiques publiques dont on dispose, qui sont fluctuantes, il y aurait entre 3 et 4% d'hommes éducateurs de jeunes enfants. En ce qui concerne les autres métiers de la petite enfance, la présence d'hommes y est encore plus marginale. Par exemple, les professionnels masculins ne représentent en effet que 1,5% des personnes diplômées du diplôme d'État de puériculture, 1% de celles qui ont le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, deux métiers qui relèvent du secteur de la santé et du soin. Si on s'intéresse aux assistants et assistantes maternelles, on est dans les statistiques hautes autour de 1%, en sachant que la profession d'assistant maternelle est une profession qui apparaît toujours dans les représentations sociales, être une extension du travail maternel domestique et aussi constituer un salaire d'appoint. Il existe en effet toujours des préjugés, des craintes quant à la présence d'hommes auprès de jeunes enfants qui forment autant d'obstacles à la déconstruction tant des assignations à revêtir des rôles sexués que de l'assignation des soins et de l'éducation des tout-petits aux femmes. Alors cette table ronde va être l'occasion d'aborder l'orientation et la formation professionnelle des hommes vers les métiers de la petite enfance. Et du coup, on va pouvoir questionner les obstacles, mais aussi montrer les choses positives permettant d'ouvrir d'autres champs des possibles. Alors, la première intervenante, c'est Laurence Landais, qui est référente égalité au pôle Images, Recherche et Développement de la délégation régionale de l'ONICEP. Et Laurence va nous présenter un film qu'elle a réalisé avec la délégation régionale d'Île-de-France de l'ONICEP, en partenariat avec l'AMEP et le FPP. Puis, il y aura Didier Favre, qui est directeur adjoint du centre de formation au métier de la petite enfance, l'Horizon, Jean-Philippe Bazin et Nicolas Porres-Gomez, qui sont tous les deux étudiants en formation de JE à l'Horizon, qui présenteront un film qu'ils ont réalisé en cours de formation. Puisqu'il s'agit de répondre à la question comment lever les obstacles, il est évident que le rôle de l'information sur les professions, sur les métiers, ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, est très important. D'où le rôle d'organismes tels que le mien, l'ONICEP, puisque je travaille à la délégation régionale de l'ONICEP Île-de-France. Alors ça fait partie de nos missions de base à l'ONICEP, aux services centraux comme en délégation régionale, de veiller à fournir une information qui ne vienne pas en renforcement de ces obstacles, mais qui au contraire puisse contribuer à la diversification des choix d'orientation et à la mixité des filières professionnelles dans la petite enfance comme dans d'autres secteurs où il y a les mêmes besoins. Alors, c'est une œuvre au très long cours qui est bien plus difficile à réaliser qu'à énoncer pour des tas de problèmes qu'on n'arrête pas d'évoquer depuis ce matin. C'est vrai qu'on s'y emploie tous et toutes, modestement, mais de façon opiniâtre, je dirais, notamment à l'ADR Île-de-France, et on essaye de varier les supports d'information qu'on donne, aussi bien du web, du papier, du vidéo, et puis les cibles, avec, selon les, une variation des cibles en direction des équipes éducatives, mais aussi des productions grand public, ou par tranche d'âge, ou plus spécifiquement destinées aux parents. Parce qu'un seul type d'action ne suffit pas, vu le nombre d'obstacles qu'il y a à lever, et puis les positionnements à ajuster aussi en fonction des thèmes, pour tous ces secteurs où la mixité est encore complètement à construire. Alors, cette vidéo, je précise qu'elle n'a pas encore tous les process de validation en place, donc elle n'est pas encore diffusable. Elle a une destination qui est grand public, donc elle n'est surtout pas dédiée au départ à des spécialistes.
tels que vous, mais plutôt au grand public. Et elle correspond à un format qui est préconstruit, qui fonctionne sur le principe d'une interview d'un jeune qui va expliquer de façon personnelle quel est le contenu de la formation dans laquelle il est engagé, comment il en est arrivé à ce choix-là et puis comment il se projette dans sa vie professionnelle. Alors, ce type de production, ça a pour objectif de répondre à un tout premier niveau d'information, au moment où, dans les phases de recherche documentaire, les personnes ont besoin de consulter des contenus d'information pour leur orientation. Pardon, excusez-moi. Alors, le document que nous avons vu s'inscrit vraiment dans ce format de base. Ah, pardon, excusez. Avec l'interview de Raphaël, qui vient de commencer sa première année d'étudiant EJE. Mais à ce format de base, on a ajouté une petite particularité qui nous semblait tout à fait nécessaire, c'est celle d'avoir ajouté des extraits du groupe de parole, ce qui donne une forme d'ouverture sur une dimension plus collective à ce produit qui est théoriquement assez individuel, sinon. Ok. Alors, ça nous a semblé indispensable. Pourquoi ? Pour évoquer des problématiques qui risquaient sans quoi d'être occultées, ou passées sous silence, ou réduites à un registre uniquement individuel, ce qui aurait été ou personnel. Bien sûr, dans ce type de format, on peut qu'effleurer le sujet, et le film qui va suivre, par contre, va pouvoir ouvrir sur d'autres dimensions. Alors, les questions qu'on se pose quand on fabrique des supports d'information avec des contraintes fortes, comme celles qu'on a, qui soient simples, brèves, qui ne fassent pas polémique, qui rendent compte aussi d'une façon suffisamment fiable du secteur, on se pose des tas de questions. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une expérience précieuse pour nous d'être là avec des spécialistes du domaine à critiquer des documents qui ne leur sont pas dédiés, mais qui sont dédiés au grand public pour nous aider dans cette mission de transmission. Alors, les questions qu'on se pose dans ces secteurs à fort déséquilibre, elles sont de différents ordres. Alors déjà, le minimum à atteindre, par exemple, c'est de représenter un métier par un homme et une femme. Il n'est pas toujours très facile à réaliser. J'en veux pour preuve le projet qu'on avait auparavant avec Mike, où le volontaire qu'on avait, déjà on n'en avait qu'un, et puis il s'est volatilisé, il a fait démissionner. Donc c'est pas aussi simple, il faut être opiniâtre, persévérant. Et puis, il y a toutes les autres questions de comment informer de façon fiable sans décourager, comment encourager sans dénier les difficultés. Toutes ces questions, on se les pose. Et puis, on se demande à chaque fois comment trouver la position juste par rapport à ces questions-là. Alors, par exemple, Raphaël, dans son interview, je dévoile pas de secret, il souhaitait pas entrer du tout dans les difficultés que lui avait posé ce choix d'orientation. Dans mes questions, j'ai essayé de le relancer là-dessus. Il m'a clairement fait comprendre que c'était pas la peine d'entrer là-dedans. Et comme si le fait d'être déjà inscrit dans cette formation, c'était une victoire sur ces difficultés et qu'on n'avait pas besoin d'aller épiloguer là-dessus. En revanche, il ne se prive pas, avec ses collègues, au moment du groupe de parole, de les évoquer, de ces difficultés, et de travailler dessus. Parce que, et je trouvais que c'était bien, parce que ça permettait, le fait d'avoir ce groupe de parole, d'éviter de tomber un petit peu dans les écueils dans lesquels on tombe souvent, où dans notre mission d'information, on doit être assez juste, trouver le bon angle.
et pas tomber non plus dans la campagne de communication, parce qu'on n'est pas dans une campagne de communication, on est aussi pour informer sur un métier. Alors bien sûr qu'on est là pour encourager et se mettre au service d'une promotion de cette mixité, mais qu'on oublie de préciser quelles sont les difficultés, on ne remplit pas cette mission. Le groupe de parole permet cet équilibre. Et puis souvent, on a tendance à forcer un petit peu la note ou alors à opposer des stéréotypes assez grossiers qui reviennent à des équivalents des stéréotypes qu'on est censé combattre. Alors, rien n'est fictionné, hein, oui, j'ai bientôt fini. Rien n'est fictionné dans cette, à part l'assiduité peut-être de Raphaël à la bibliothèque, si j'ai bien compris. Sinon, c'est un vrai groupe de parole. C'était le premier rendez-vous, je crois. Et moi, j'ai apprécié la qualité des échanges qu'il y avait entre les garçons et puis la profondeur des questions qu'ils abordaient. Et quand on travaille comme ça avec de la réalité brute, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne sait jamais ce qui va vraiment en sortir. Et j'avoue que sur le contenu, même si je déplore les défauts qu'il a par ailleurs, sur le contenu, sans que ce soit télécommandé, on a quand même une sorte de résumé des questions les plus emblématiques qui se posent pour ce choix d'orientation, qui continue d'être considéré avec une certaine curiosité, on l'a vu. La question des intérêts, des valeurs de type care, puisque du côté européen, de notre côté, c'est du côté care que c'est identifié, et les valeurs care, elles ne sont pas immédiatement identifiées comme viriles, ou le fait que ce soit des parcours de maturité la plupart du temps, avec du fait de la pression sociale, et puis Corentin qui explique bien qu'en troisième, c'était impossible à assumer ce choix-là, tellement le regard négatif, la pression sociale est trop forte. Et puis l'ambivalence aussi de l'accueil en milieu professionnel, on est accueilli à bras ouverts, mais avec tout un tas de suspicions. L'assignation de genre qui passe avant l'assignation professionnelle, bon ça c'est évoqué plusieurs fois, et puis la question sociale ou sociétale de la place des hommes dans l'éducation des tout-petits et même au sein de la famille. Bon alors évidemment c'est sur ces terrains-là qu'on attendait Françoise Vouillot. Alors pour conclure, parce que je sais que j'ai plus de temps et j'ai déjà dépassé, en retrouvant le thème de la table ronde qui était de montrer ce qu'il était, comment lever les obstacles, je trouve que le fait de montrer qu'il est possible d'inventer des dispositifs comme celui-ci avec le groupe de parole, c'est déjà un grand pas en cette direction, et puis bien sûr de remplir notre mission d'information sur ces métiers, sur ces professions. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je suis éducateur de jeunes enfants de formation initiale et donc actuellement directeur adjoint de centre de formation Horizon. On a été contacté donc par Mike Marshall sur le projet AMEP. Et donc on nous a sollicité pour le soutien de son voyage en Norvège et il nous a proposé de faire un film puisqu'il nous avait aussi proposé d'associer nos étudiants hommes au groupe de parole qu'il a fait et qu'il a monté avec le FPP. Voilà. Donc dans le cadre de ce partenariat autour du voyage en Norvège d'une part, du groupe d'hommes d'autre part, l'idée donc nous a dit est-ce que vous ne feriez pas un film pour le prochain colloque ? J'ai trouvé que c'était une excellente idée. C'est surtout grâce à un collègue, Enrique Garcia, qui n'est pas là aujourd'hui que ce projet, qui était un problème pour moi. Donc c'est concrétisé. Merci Enrique, qui donc a mobilisé les moyens, c'est-à-dire un technicien qui nous a fait un prix d'amis, et donc des hommes prêts à témoigner sur leur expérience. Alors, un mot pour dire que ce qui était quand même très intéressant, c'est que d'abord, les hommes s'y sont prêtés de bonne grâce, que j'ai assisté à peu près à la moitié des entretiens et que j'étais extrêmement surpris. D'abord parce que, émotionnellement, j'étais subitement... j'entendais des choses que je n'avais plus entendues depuis des années et j'ai retrouvé moi-même mon expérience d'éducateur de jeunes enfants.
Et en même temps, il y avait un sentiment d'appartenance, moi qui travaille avec les femmes depuis plus de 35 ans aujourd'hui, et ce sentiment d'appartenance à un groupe d'hommes, les entendant parler, discuter avec eux, discuter avec Enrique, de la place des hommes dans la petite enfance, eh bien ça donnait une forme de force ou de reconnaissance identitaire dont finalement on parle très peu et que la MEP nous a permis de remettre au goût du jour. Merci Mike. Donc voilà, on va regarder ce film. Il faut voir qu'il y avait une dizaine de candidats qui ont accepté de témoigner. Tous n'étaient pas dans le groupe de parole des hommes. Les entretiens ont duré de 10 à 15 minutes, donc on avait plus de 2 heures de rush, dont une interview de Enrique et moi-même, que celui-ci a souhaité faire disparaître pour des raisons qui lui appartiennent. Je n'avais pas encore vu, mais c'est vrai qu'on avait une option très politique, et peut-être que ça détonnait. Bon. Donc du coup, il l'a chanté, et c'est certainement, il a eu raison. Donc voilà, 2 heures de rush, 8 minutes de film. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces témoignages vont résonner. En tout cas, pour moi, ça a résonné très fort. Non. Alors oui, il y a un homme dans ma crèche et il se trouve que c'est mon formateur terrain. Ça se passe plutôt très bien, c'est le seul homme dans la crèche et je trouve que l'ambiance est complètement différente parce que il supervise un peu toute l'équipe. Il y a beaucoup moins de petits pia-pia entre femmes parce qu'il y a Hervé, mon formateur, qui est ici. J'ai fait un stage, mon premier stage, je l'ai fait dans une crèche collective et j'ai été plutôt bien accueilli, ça va. C'est une crèche de 66 enfants. Donc les professionnels m'ont plutôt bien accueilli, avec les parents aussi. Les enfants, j'ai tout de suite eu un très bon contact et les professionnels l'ont remarqué. Et elles m'ont jamais considéré comme quelqu'un à part, elles m'avaient toujours considéré comme un professionnel tout comme elles. En disant on veut plus d'hommes dans les EAJE et tout, il faut être bien clair de savoir pourquoi on veut des hommes. Pareil, le fait d'être, ce qu'on peut entendre souvent, c'est bien, il va y avoir un homme, ça va apaiser les tensions. Entre les équipes féminines. Je pense qu'au niveau du rôle aussi que j'ai pu avoir dans la structure, ça a un peu changé leur manière de voir un peu les hommes aussi. Pour elles, ce côté autoritaire aussi qui ressort souvent. Ce côté un petit peu, les enfants me doivent le respect un peu entre guillemets, qui ressort beaucoup et que les femmes, je pense, aiment beaucoup dans ce milieu-là. Qu'on peut en effet par notre présence masculine apaiser des choses, mais il ne faut pas qu'on soit engagé pour ça. On est engagé pour faire exactement le même boulot qu'une JE. Ça me dérange un peu, ce côté un peu toujours homme autoritaire. Ça peut faire peur aux enfants comme aux professionnels. On me prend au même titre que tout le monde. J'ai pas, hiérarchiquement, je suis pas au-dessus. J'ai les mêmes critères de sélection au diplôme, j'ai tout ça. Donc, voilà. Après, moi, j'ai travaillé dans des domaines avec des équipes uniquement masculines. Et c'est vrai que l'arrivée d'une femme apaiser les choses. Mais ça faisait la diversité. Au final, c'est la diversité. C'est comme si on était une équipe avec une seule culture ou une seule religion. À partir du moment où il y a quelque chose d'autre, il y a un autre regard qui est porté. Je me rappelle, donc c'était en crèche collective. J'étais avec une auxiliaire de puériculture qui m'a présenté aux enfants en disant bon voilà les enfants, c'est Jean-Philippe, il va venir avec nous, il est en stage. N'ayez pas peur, c'est un homme, mais n'ayez pas peur, c'est aussi un papa. Sur le coup, pris dans le truc, en plus c'était le premier jour, j'ai pas trop relevé, et chez moi, je me suis dit, mais attends, c'est quoi, si j'étais pas papa, ça aurait fait quoi? Enfin, n'ayez pas peur, ils avaient pas l'air d'avoir peur, les enfants, puis je vois pas pourquoi ils auraient eu peur de toute façon. Et je pense que c'était vraiment là, l'auxiliaire a vraiment dit ce qu'elle avait au fond d'elle, malgré elle, mais elle a dit vraiment qu'il y avait quand même une peur, donc l'idée quand même que l'homme présent avec les enfants, c'est un éventuel danger. C'est marrant parce que l'homme fait peur, mais en même temps, il a plus de chances de se faire embaucher. Donc, est-ce qu'ils embauchent des gens qui font peur? T'es amené à faire des soins ou des changes? Ouais. Et ça pose aucun problème. Moi, il a fallu que j'insiste quand même. Enfin, quand j'étais en stage, on m'a jamais laissé en faire. Mais est-ce que c'était parce que c'était juste un stage de courte durée? Mais sur le long terme, en apprentissage, en foyer, on ne me pose pas de questions là-dessus. C'était dur pour le coup pour les professionnels de me laisser faire ça au début. Et une fois, je me rappelle une auxiliaire qui m'a tendu une petite culotte d'une petite fille donc, qui était en plein apprentissage de l'autonomie et tout, bon, qui était pipi dans sa culotte, elle fait pipi dans sa culotte. Elle me demandait hyper gênée si je pouvais bien le prendre pour aller le ranger dans son casier.
c'était un truc, c'était complètement... Je dis oui, c'est bon, il fait cuire sa culotte, quoi. Déjà j'en ai, et puis c'est un truc quotidien, je veux dire... Oui, tu vas pas travailler en tant que JE si t'es mal à l'aise avec ça. Et je pense qu'elle l'aurait pas dit à une JE en formation. Je pense qu'elle lui aurait laissé le truc sans problème. Bah, c'est la pédophilie potentiellement. C'est ça, voilà, voir un homme avec des enfants, c'est quand même le risque qu'il soit pédophile. Et parce que bon, on sait, je pense que c'est la crainte quand même qu'ont les gens. Je pense pas que ce soit les parents qui aient la crainte principale. Je pense que c'est plus les collègues ou la direction, parce que ça les met en face d'une certaine responsabilité. Je pense que les parents sont assez cool avec ça. Enfin, moi, j'ai pas vu de problème ou de réticence particulière à avoir un homme. Après, j'avais quand même vu qu'il y avait des professionnels qui, des fois, me regardaient un petit peu bizarrement et tout. Et quand je leur posais des petites questions pour essayer de savoir pourquoi il y avait ce regard-là, au début, elle voulait pas trop me le dire. Et par exemple, pendant une pause déjeuner, une fois avec une auxiliaire, elle m'a dit, une auxiliaire qui était à peu près de mon âge, qui était jeune, ne concevait pas du tout le fait qu'un homme pouvait travailler avec des enfants. Donc après, j'ai pu discuter avec elle pendant une après-midi par rapport à ça. Parce que sur le coup, ça m'avait un petit peu interpellé et ça m'avait un petit peu choqué aussi quand même. Et elle concevait pas du tout qu'un homme pouvait... Alors justement, on a pu en discuter. En fait, elle avait une histoire personnelle par rapport à ça. Et elle faisait des sortes d'autoprojections sur les situations professionnelles. Puis après, on a pu pas mal discuter ensemble. Elle a vu que j'étais pas quelqu'un de méchant ni qui allait faire du mal aux enfants. Donc ça s'est plutôt bien fini. Elle craignait qu'il y ait des gestes mal placés surtout. C'est ce qu'elle m'avait parlé de ça. Et après, elle a vu que je me débrouillais vraiment bien avec les enfants, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté dans mes gestes, que lors d'échanges, parce que l'échange, c'est un moment quand même d'intimité avec l'enfant, un moment assez pudique. Et c'est vrai que moi, je me suis jamais senti mal à l'aise avec ça, mais avec cette professionnelle-là, parce que c'était celle qui m'avait montré un petit peu comment on faisait le change. Mais après, ça s'est bien fini, et puis tant mieux. Un éducateur de jeunes enfants en structure, ça a l'avantage aussi d'introduire des pères, des papas qui n'ont pas forcément, ni culturellement, ni dans leurs habitudes de parler à des femmes, de s'ouvrir à un homme plutôt qu'à une femme quand ils arrivent en structure. Certains sont sur la réserve, mais quand ils ont un homme en face, ils ont plus de facilité, je pense, à poser des questions dans leur paternité, dans leur manière de prendre en charge leurs enfants chez eux. Donc ça aussi, c'est un avantage. Après, je pense que c'est aussi une image un peu qu'on donne quand même à la petite enfance, que c'est peut-être pas que la femme qui est capable d'élever des enfants, quoi. Je pense que, ouais, là je suis d'accord avec toi. Là, on donnerait aussi, avec plus d'hommes, peut-être cette image que les pères, ils sont autant capables d'avoir leur place, même si la mère a forcément une place un peu particulière, due à la grossesse, à l'accouchement, tout ça. Et que, ouais, ça égaliserait un peu le statut père et mère aussi. Je pense. Pour le coup, ouais, je suis d'accord. Finalement, ce que tu dirais, je reformule, tu me diras c'est bon, c'est l'importance de la mixité homme-femme dans le milieu de la petite enfance, ce serait non pas pour les enfants directement, même si ça leur permet de voir d'autres figures, mais c'est d'autant plus pour permettre aux autres professionnels de voir, aux parents de voir que l'homme comme la femme ont tous les deux des compétences à mettre en avant. En tant qu'éducateur de jeunes enfants, le besoin d'un homme n'est pas forcément vital. Je pars du principe que l'enfant a besoin en premier lieu de la compétence d'un professionnel pour se réassurer, pour se permettre ensuite d'explorer. Et après, pour moi, ce serait un plus de pouvoir apporter aussi cette diversité de genre dans les crèches, quoi. C'est pas que l'homme et la femme, c'est aussi son caractère, sa personnalité, son histoire, qui fait qu'elle aura des choses en plus à apporter. Le fait d'être un homme permet d'apporter de nouvelles choses, d'être une femme d'apporter de nouvelles choses, d'être artiste, d'apporter, voilà. D'avoir une personnalité posée ou plus dynamique ou etc. apporte toujours quelque chose. La première chose que je disais, c'est que je travaille pas vraiment avec des femmes, mais plutôt avec des êtres humains, quoi. On va quand même donner la parole à nos étudiants. 2 minutes, paraît-il, mais peut-être un peu plus, avec un peu de chance. Je n'ai pas regardé Nicolas. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire depuis que ce film a été fait, les expériences que vous avez actuellement en stage,
Donc, Jean-Philippe, par exemple? Oui. Donc Jean-Philippe, je suis en 2e année à l'Horizon. Donc là, en ce moment, je suis en stage en crèche parentale. Alors c'est marrant, là, j'ai plutôt des retours des parents, ce coup-là. Ils sont aussi beaucoup plus présents. J'ai notamment une maman qui me renvoie tout le temps en fait que je suis un père. Donc elle ramène tout en fait à la fonction paternelle, comme ce qui peut se voir un peu, ce qu'on disait ce matin, avec des femmes qui sont réorientées suite à leur congé parental, etc. Là, c'est un peu ça. Elle parle beaucoup du fait que le père de ses enfants est absent. Donc elle aimerait bien que les enfants viennent vers moi, ce genre de choses. Voilà. Nicolas, comment vous voyez maintenant le film et qu'est-ce que vous pourriez nous dire des stages? Alors, moi, depuis le film, en fait, j'ai pas vraiment d'anecdote, mais ce que je peux dire, c'est que depuis le début, j'ai eu un départ assez valorisant. On m'a toujours dit que j'étais un bon stagiaire, que je faisais du bon travail. Et en fait, je suis en train de me demander si j'aurais eu le même retour, ou mon intégration aurait été telle plus facile, aussi facile, pardon, si j'avais été une femme, quoi. Est-ce que, ouais. Une survalorisation de votre rôle et de ce que vous pouvez apporter. Alors c'est pas plus que ce que ferait une femme, mais comme vous êtes un homme. Et c'est qu'on n'a pas de retour en fait de ça. On ne sait pas ce qu'on attend de nous en tant qu'hommes. C'est pas dit ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a la crainte quand même de. Oui, est-ce qu'on va être recruté parce qu'on est des hommes ou parce qu'on est de bons professionnels? Est-ce qu'on va être évalué pareil au sein de la formation? Enfin, au sein de notre parcours professionnel, pardon. Oui, ça, c'est une vraie crainte. Au sein de la formation, j'ai pas trop de doutes. Mais... au sein de notre parcours professionnel, oui, c'est vraiment Ouais, moi, c'est vraiment une question que je me pose aussi. Est-ce que disait Nicolas, est-ce qu'on va être évalué pareil, même au cours de nos stages? Parce qu'il y a le fait qu'on soit un homme, ça fait un peu une nouveauté, ok, pour les stages, c'est bien. Est-ce qu'on n'est pas un peu la nouvelle activité, quoi? Voilà, après le nouveau toboggan, on va avoir un homme. Non, mais sur le long terme, est-ce qu'on va être intégré au projet de la même façon qu'une femme le serait, qu'une éducatrice le serait? Moi, c'est les questions que je me pose quand même pour après le diplôme, quand je vais vraiment exercer, c'est des inquiétudes. Est-ce qu'on va être écouté de la même façon? Oui, est-ce qu'on va être écouté de la même façon? Moi, je peux témoigner de mon premier travail de professionnel en crèche parentale, en crèche collective d'abord. Et je suis arrivé donc jeune diplômé en 81 et j'ai postulé en crèche collective, c'est là où on est le plus embauché. Et on m'a tout de suite d'abord dit, mais c'est merveilleux, un homme, parfait. J'ai eu droit à un article dans le journal, immédiatement. C'était une nouvelle crèche qui s'ouvrait, avec une interview. Et puis, comme elle trouvait que c'était très moderne, la directrice, elle m'a collé chez les bébés, sans me demander mon avis, en disant, mais c'est très bien un homme près des bébés. Et évidemment, moi, ça ne m'allait pas du tout. Ce que je voulais, c'était sortir, jouer. Je voulais travailler avec les grands. Donc, au bout de 2 mois, je suis parti. Et j'ai eu la chance de découvrir les crèches parentales que je ne connaissais pas, 1982. Et là, ça a eu un effet tout à fait intéressant. C'est qu'à partir du moment où j'étais embauché en crèche parentale, les papas qui ne venaient pas sont venus. Et donc, on a eu le jour des papas avec moi. Et donc, c'était des jours particulièrement animés, bordélique du point de vue des femmes. Les hommes amenant leur guitare, buvant de la bière, emmenant les enfants dehors, les femmes disant mais où sont les consignes de sécurité? On les emmène au square, les hommes grimpent avec les enfants sur les araignées, vous savez, les machins qui sont dans les squares. Et donc on retrouve les hommes coincés à l'intérieur avec tous les bébés complètement hilars, qui reviennent ensuite à la crèche complètement excités, et toutes les mamans complètement consternées en disant ça y est, il nous a pourri les enfants jusqu'à ce soir, ils vont pas dormir, la sieste, le repas, voilà. Et cette fantaisie qui était amenée par les papas, parce que moi j'étais évidemment ravi d'avoir les papas qui venaient, voilà, c'était une différence, comme disait très bien Jean-Philippe, liée à la façon de concevoir la relation aux enfants, qui pour moi évidemment a été fondamentale dans l'approche du métier, puisque je pouvais m'exprimer non pas simplement en tant que professionnel de la petite enfance, mais aussi comme homme. Et ça me paraissait important d'avoir cette liberté-là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Beaucoup de choses certainement. Un dernier témoignage. Ah oui, une petite chose. On dit souvent que la présence des hommes va amener des papas. Bon, l'expérience de Didier prouve que oui. Ça peut aider aussi certaines mamans à parler à quelqu'un d'autre que encore une femme en face d'elle.
encore une espèce de rivalité femme-femme, mère-mère. Là, avoir un homme, ça peut aussi aider à des femmes à parler. On parle tout le temps des hommes, mais je pense que notre présence peut peut-être aider des femmes aussi. Pour parler, pas pour remplacer leur mari s'il est absent. Ou le père de leurs enfants s'il est absent. Hein, c'est pas ça que je dis du tout. Hein. Mais voilà, ça offre de la diversité, c'est ça. En fait, je pense que c'est ça le plus important, ça offre de la diversité et permettre de libérer la parole parce qu'il y a plusieurs types d'interlocuteurs. Il n'y a pas un seul type d'interlocuteur qui serait une femme. Voilà. Donc là, je vais conclure avec une dernière anecdote qui, pour moi, est fondamentale, qui est une question à la fois politique, d'une part, et aussi liée à la domination entre hommes et femmes. J'ai fait intervenir, grâce à une de nos formatrices qui est dans la salle, Cécile Sélincourt, dans le séminaire parentalité, il y avait un éducateur de jeunes enfants qui participait donc au travail sur la parentalité et qui, au moment de la restitution des ateliers, parlait systématiquement au féminin. Donc c'est en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. En tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Et il continuait. Au bout d'un moment, il y a une étudiante qui dit « Mais monsieur, pourquoi vous dites éducatrice de jeunes enfants ?» Et il répond socialement « Je suis une femme. » Pourquoi je devrais dire éducateur de jeunes enfants? Et elle lui répond « C'est la règle de grammaire. » Il lui dit « C'est pas du tout la règle de grammaire, c'est la question de la domination. Il y a des femmes dans ce métier. Moi, je suis un homme. Pourquoi est-ce que je mettrais tout au masculin? Parce que je suis là. » Et ça a été évoqué d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'un homme, dans une assemblée féminine, emporterait le masculin sur le féminin? Au nom de quoi? Voilà, je pense que cet enjeu-là, il est fondamental sur la dénomination. Et deuxième chose, je préférerais le point de vue d'une philosophe qui s'appelle Isabelle Stengers, qui dit qu'il ne faut pas jouer sur ces fameux, les petits points, le E, le E, etc., ou les deux L, etc. Elle dit, ce qui est choc, c'est à un moment donné de parler au masculin, et paf, on ramène le féminin. Et à ce moment-là, tout le monde dans la salle bondit en disant, ah bah oui, il y a des chercheuses, pas que des chercheurs. Voilà. Il y a des professeurs et pas que des professeurs. Il y a des écrivaines. Et l'alternance du masculin et du féminin, ça produit tout de suite une prise de conscience sur les enjeux de domination. Voilà. Merci. Merci Didier.